Bonjour à toutes et à tous. J'avais très envie de vous parler de Jeanne d'Arc parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Sauf que tout le monde en a déjà parlé, très original. Et c'est justement tout mon problème. On a dit beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc et surtout beaucoup de fadaises. Bref, j'avais besoin d'un angle d'attaque qui change un peu. Et tout au long du mois d'avril, Et il a bien dit durant tout le mois. mon fil d'actualité a littéralement été spammé avec des tonnes et des tonnes de publications sur le sujet. Bon, pour ne rien vous cacher, dans un premier temps, je suis resté assez indifférent. Puis, je suis tombé sur un des posts qui proposait la transcription d'un acte notarié. Et là, tu tenais ton sujet. Et là, je tenais mon sujet, effectivement. Et vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire. Allez, générique. Alors, pour commencer, vous allez constater que j'ai anonymisé l'auteur. La règle que je m'applique est de ne pas apporter de visibilité supplémentaire dans le cas présent. Halte là! Moi, Jeanne d'Arc, viens d'avoir une vision divine de l'avenir. Et tu n'en fais pas partie car tu es mort. Ce que je peux dire, c'est qu'il est l'auteur de 2 bouquins sur Jeanne d'Arc et, semble-t-il, d'un 3e en préparation. Et d'autres ouvrages sur des sujets plutôt éclectiques. Sur une relique, un fait divers sur le chemin de Compostelle et Émilie Joly. M'appelle Émilie Jolie. Donc, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, on ne s'intéresse pas à la personne. Je vous invite à le laisser en paix, ce qui compte ce sont les idées. C'est aussi et surtout la méthode qu'on va regarder ensemble parce qu'en histoire, c'est tout ce qui compte. On en avait déjà parlé pour les ovnis. Notre but n'est donc pas de déclarer une guerre ouverte, mais bien de proposer une analyse construite. Je tiens aussi à souligner que je n'ai pas lu ces livres par flemme. Mais alors une vraie flemme. Peut-être que certaines de mes critiques y trouveront une réponse, je l'espère tout du moins. Cela dit, honnêtement, j'ai comme un doute. Je l'ai surtout vu tourner en boucle sur les mêmes arguments et il n'y a aucune raison de penser que ça puisse être différent. Ça, c'est un parti pris, à la limite du préjugé quand même. Parfaitement, et je l'assume. Je vais donc me concentrer sur les très nombreux posts publics produits par cette personne. Et quand on dit nombreux, c'est vraiment nombreux. J'estime qu'ils sont représentatifs de l'ensemble du travail, ou, à tout le moins, qu'ils témoignent d'une méthode. Et comme c'est la méthode que j'entends regarder, ce sera amplement suffisant. Ces diverses publications permettent aussi de cerner les idées de l'auteur qui nous intéressent aujourd'hui sur tout un tas de sujets comme le féminisme, le climat ou la politique internationale. Le lien avec Jeanne d'Arc ? Il y en a pas. Mais c'est important de comprendre le système de pensée qui nous intéresse aujourd'hui. Reprenons. Selon lui, le réchauffement cyclique du climat, et j'insiste sur le mot cyclique, serait une aubaine pour la Russie, puisque cela offrirait des possibilités nouvelles sous le permafrost. Ces ressources sibériennes seraient une menace pour les Américains, qui chercheraient donc à nous opposer à la Russie. Alors que la Russie serait une chance formidable pour l'Europe, comme il le dit si bien. Selon lui, avec les événements des dernières années, l'idée serait, à terme, de démanteler la Grande Russie en occupant une partie et en laissant le reste à un allié de la Russie qu'est le régime chinois. Parce qu'être expert en géopolitique sur Facebook, ça ne s'invente pas. En résumé, sans surprise, il reprend le narratif du Kremlin du berceau historique. Comme si cela donnait des droits aux Russes pour envahir un pays. Petite voix, on avait dit pas de politique. Dans la foulée, les Américains sont décrits comme les méchants voulant créer un monde bipolaire. Et tout cela est une production de juillet 2023. On n'est plus du tout au début de la guerre en Ukraine, quand il pond ce fameux chef-d'œuvre de la pensée géopolitique. Je crois que ça en dit long. On avait dit pas de politique, hein ? Bref, revenons à Jeanne d'Arc. La publication qui a retenu mon attention commence ainsi. Tu nous fais la lecture, petite voix ? Nous avons vu que Jacques d'Arc était un paysan aisé et un percepteur qui prélevait des taxes sur les chariots qui traversaient Domrémy.
petit village relevant du roi de France, et passage obligé le long de la Meuse, entre les deux riches provinces du duc de Bourgogne, la Bourgogne et les Flandres. En vrai, ça commence bien. Bon, ne vous habituez pas, mais je n'ai pas trop de problèmes avec ce qui est dit là, donc je me suis dit qu'on est sur de bons rails et qu'il n'y a aucune raison que ça déraille par la suite. Ah non, mais attends, hein, il a même consacré un peu de temps pour parler de Don Rémy par ailleurs, et c'est tout à son honneur. Ce bourg qui a vu naître Jeanne d'Arc est situé à 3 heures de marche de Neufchâteau, dans un des rares espaces restés fidèles au roi de France localement. Don Rémy dépend du duché de Bar, qui est alors allié à celui de Lorraine et au duc de Bourgogne. Et oui, on est en pleine guerre de 100 ans, le royaume est à feu et à sang depuis plusieurs décennies lorsque Jeanne d'Arc voit le jour. Je ne vais pas revenir en détail sur l'affaire, puisque beaucoup de choses ont été faites sur le sujet, et en fait, j'ai pas grand chose à ajouter. Allez voir en description, vous avez largement de quoi vous occuper. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le roi d'Angleterre revendique l'héritage de Guillaume le Conquérant et des Plantagenets. Il estime donc être souverain d'une bonne moitié du royaume. Moitié qui comprend en particulier la Normandie et l'Aquitaine. La situation est si critique qu'on propose au roi anglais l'Aquitaine et la main de Catherine, fille du roi, et ce avec une dot très élevée. Rien que ça. Eh bien... Mais il refuse, puisqu'il n'a pas la Normandie. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? En 1415, alors que Jeanne a 3 ans, il se proclame roi de France. Oh le gourmand! Pourquoi faire compliqué quand on peut faire si simple? Et paf! Il débarque en Normandie et tente une invasion. Celle-ci tourne mal à cause de la dysenterie et les troupes anglaises cherchent à rejoindre l'Angleterre par Calais. En raison de la désunion française, les troupes envoyées pour les contrer se font tailler en pièces à la bataille d'Azincourt. Et les Anglais peuvent rembarquer tranquillement. 2 ans plus tard, on remet ça avec une nouvelle invasion depuis la Normandie. Alors que les Français sont quant à eux beaucoup trop occupés à se faire la guerre entre eux. La fameuse rivalité entre Armagnac et Bourguignon, qui conduit à une véritable guerre civile. À tel point que les Anglais parviennent même à prendre Paris en 1419. Bref, là ça sent le sapin. Et pendant ce temps-là, loin de là, le pays de Don Rémy peut être considéré comme un espace frontalier aux confins du royaume. Et pour cause, depuis le traité de Verdun en 843, la Meuse sert de limite avec l'Empire romain germanique. Littéralement, puisque le village est situé sur la rive gauche du fleuve, alors que la partie droite correspond elle au duché de Lorraine. Tout à fait. On est dans un espace qui ne dépend pas directement du roi de France. Contrairement à ce qui est affirmé dans le poste. Et avec un enchevêtrement des pouvoirs très discuté localement. On y trouve de nombreuses enclaves qui compliquent singulièrement les choses en termes de compréhension du territoire. Bref, on est dans une zone bien loin de Paris. Mais avec un réel rôle politique, comme de nombreux autres espaces périphériques d'ailleurs. C'est dans cet espace que, très jeune, Jeanne est confrontée à certains enjeux issus de la rivalité entre Armagnac et Bourguignon. Elle est la fille d'une zone frontière traumatisée par les conflits où les routiers à la solde des Bourguignons se rencontrent régulièrement. En outre, elle a eu vent de la situation dramatique d'une part du royaume de France. Donc, on est d'accord, elle naît bien dans une zone frontalière. Et du coup, il a raison lorsqu'il déclare que son père était un paysan aisé. Oui. C'est loin d'être une révolution, mais oui. Pour comprendre le personnage de Jeanne d'Arc et de sa famille, il me semble essentiel de consulter les travaux de Claude Gauvard. Et d'autres chercheuses et chercheurs, parce que cette jeune femme a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Après 3 fils, Jeanne naît probablement en janvier 1412. Et son père est un laboureur relativement aisé. En d'autres termes, il gère une exploitation agricole et il est épaulé dans cette tâche par des gens à son service. Qui dit laboureur dit surtout qu'il possède un train de labour qu'il peut louer à d'autres personnes. Il est donc à la tête d'un gagnage, c'est-à-dire une exploitation avec ses propres chevaux. En sachant qu'une charrue est alors attelée par 2, voire 3 à 4 juments. Voilà, il possède donc l'outil de travail. Mais il peut aussi avoir des terres qu'il cultive. Et oui, on sait qu'il possède une vingtaine d'hectares, dont 12 en terre et le reste en pré et bois. Jacques d'Arc est donc clairement un coquelet de village, qui détiendrait même des armoiries. Des armoiries? C'est surtout pour les nobles, non? Ce qui est certain, c'est qu'on a clairement affaire à une famille en pleine ascension sociale. Et le père de Jeanne est bien implanté dans la communauté locale. Ainsi, il est parfois présenté comme procureur des habitants, ce qui veut dire qu'il représente les intérêts du village.
Quant à elle, il est probable que Jeanne ne sache ni lire ni écrire. Et sa piété semble assez attendue à cette époque pour une villageoise qui se rend chaque dimanche à la messe. Elle a sans doute aussi été marquée par l'influence de sa mère en matière de religion. En somme, rien d'extraordinaire de ce point de vue. Continuons la lecture de la prose de notre nouvelle amie. Or, un document étonnant, un acte notarié daté de 1420, miraculeusement parvenu jusqu'à nous, et dont l'authenticité ne fait aucun doute, nous apprend qu'il s'est engagé dans l'acquisition d'un domaine, censé lui assurer prestige et notoriété. Ok, deuxième paragraphe et c'est déjà le chaos. Agréus. J'ai vu. On va reprendre ça doucement, et je vais expliquer. On est en 1420. Jeanne a alors 8 ans. Il n'est pas encore question d'entendre des voix, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas me pencher sur cette question du tout dans la vidéo. Par contre, il écrit miraculeusement. Comme si conserver un document de 1420, c'était un miracle quelconque. C'est peut-être juste utilisé par excès, parce que c'est dans le cadre d'une étude sur Jeanne d'Arc, et qu'il y a peut-être un petit jeu de mots sympa derrière. On va regarder ensemble la définition dans un dictionnaire. Fait positif extraordinaire, en dehors du cours naturel des choses, que le croyant attribue à une intervention divine providentielle et auquel il donne une portée spirituelle. Ou sinon, on va dire qu'il utilise ça par extension, dans le sens d'un prodige, autrement dit, une chose singulière qui étonne. Ah, moi je veux bien, mais enfin, dans un cas comme dans l'autre, c'est quand même souligné dès le début qu'on n'a pas trop l'habitude de consulter les archives anciennes. Mais enfin, passons. Oui, mais pourquoi? C'est un acte de 1420 quand même, c'est pas rien. Non, c'est sûr, ce n'est pas rien. C'est un document intéressant. Mais il en existe des centaines, que dis-je, des milliers, des centaines de milliers dans les dépôts d'archives. Ce n'est pas un pic, c'est une péninsule. Comme celui-là, celui-ci, ou celui-là. Je vous ai montré celui-ci aussi. Et cet autre document. Oui, c'est bon, ça va, on a compris, Cyrano. Bref, il suffit de prendre un inventaire de n'importe quelles archives départementales de France ou de Navarre, et vous aurez des milliers de documents du XVe siècle. Et sur Jeanne et sa famille, on en connaît des dizaines et des dizaines particulièrement bien identifiés. Du coup, je ne vois pas où est le miracle. Et pourtant, il y tient à cette notion, hein. C'est censé être quoi le miracle là? Ce serait que, justement, on a un acte de la famille de Jeanne d'Arc? Oui, bon, la belle affaire. Il y en a d'autres des actes sur eux, il y en a plein d'autres. Et après, il est où le miracle là? Quelqu'un peut m'expliquer? Petite voix, t'as une idée? J'ai rien demandé, moi, hein. Notre fan de Jeanne d'Arc se sent obligé de nous préciser que l'authenticité ne fait aucun doute pour ce manuscrit. Oui, et qui l'a remise en cause, cette authenticité? Enfin, je sais pas moi, mais c'est juste un acte relativement banal et classique. Pourquoi on le remettrait en doute d'ailleurs? Et là, petite voix, tu peux nous éclairer? Ça va, hein. Moi, je suis obligée de faire la lecture parce que tu me l'as demandé. N'en rajoute pas. T'aimes pas mon humour, toi, hein? Donc, on disait, on a un acte plus qu'attendu, dont personne n'a remis l'authenticité en cause, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. Acte dans lequel on apprend qu'il s'est engagé dans l'acquisition d'un domaine censé lui assurer prestige et notoriété. Sauf que non. Comment ça, non? C'est un peu court, là. Ce n'est pas du tout un acte qui nous apprend qu'il s'est engagé dans l'acquisition d'un domaine, et encore moins que c'est censé lui assurer prestige et notoriété. Juste, ce n'est pas ça du tout. Là, va falloir nous expliquer. Il s'agit d'un bail à ferme. Un bail à ferme. T'es gentil, toi, mais c'est quoi un bail à ferme? C'est comme les baux ruraux qui existent encore de nos jours? En gros, oui. Je t'explique. Le bail à ferme permet la mise en valeur du sol de manière indirecte par un propriétaire. Ici, le seigneur loue sa terre en échange du paiement d'un loyer annuel fixe et le plus souvent en argent. Ah oui, donc on ne relève pas de l'acquisition. Non.
C'est juste un type de location qui se développe à partir du XIIIe siècle et qui se caractérise par des obligations engageant les deux parties contractantes. Alors, bien entendu, il peut y avoir des baux qui sont en fait des ventes déguisées à travers des rentes annuelles qui sont perpétuelles. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Mais du coup, il est où le prestige? Disons que c'est plus que relatif. C'est une déclaration qui ne repose sur rien de tangible en fait. En contractant un bail à ferme, t'es là pour exécuter les bases œuvres du Seigneur et mettre en valeur la terre. Point. C'est tout. Alors, évidemment, c'est certainement le signe d'une famille d'arcs qui monte et qui monte petit à petit. Donc, pour un roturier, ce n'est pas rien, c'est sûr. On n'a pas affaire à des cutéreux de base, on est d'accord. Mais bon, quand même, de là en faire des caisses, faut pas exagérer. Dit-il alors qu'il en fait des caisses. Ah, bon, allez, on enchaîne. Le document est écrit en français, langue vulgaire et non en latin, comme c'était soi-disant l'usage pour les actes juridiques. Mais il s'agissait d'un acte privé et il était nécessaire qu'il soit compris par la dizaine de témoins. Des villageois qui se portaient caution, ne parlaient pas latin et devaient se souvenir des termes du contrat. Bon, là, je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Alors, le document est écrit en français. Pourquoi devrait-il être en latin, comme c'était soi-disant l'usage pour les actes juridiques? Qui dit ça? Qui? Les gens qui affirment ça sont-ils dans cette pièce? Existe-t-il seulement quelque part? You Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Quand je regarde les références que t'as mis en commentaire, et que j'entends ton ton, je sens que tu ne vas pas être d'accord avec lui, là. Bah non, on n'est pas dans le sud de la France, on est à Domrémy. Et localement, en gros et à peu près à l'époque de la rédaction du manuscrit, on sait que 70% des actes sont en français et 25% en latin. Attends, il manque 5% là. Les calculs sont pas bons, Kevin. On est en zone frontière. Il y a donc 5% d'actes en langue allemande. Les pratiques varient en fonction des endroits. Et ça, les historiens l'ont démontré depuis longtemps. En Lorraine, l'emploi de la langue vernaculaire au détriment du latin a d'ailleurs été particulièrement précoce et massif. C'est véritablement une caractéristique attendue des officialités de ce territoire. Et clairement, de manière plus globale, on sait que dans le nord de la Loire, tous les types d'actes sont susceptibles d'être rédigés en français à partir de 1330. Ah oui, effectivement, donc c'est normal que l'acte soit écrit en français. Mais oui, et en fait, je suis sûr que s'il avait eu le document entre les mains, il aurait pu regarder ses petits copains d'avant et ceux d'après, et il aurait pu constater tout seul, comme un grand, que tout ce qu'il raconte n'est pas étayé. Ce manuscrit n'est pas une exception réalisée exprès pour Jeanne et ses témoins. C'est juste la norme. Mais pourquoi tu te mets en colère, là? En fait, je suis mi-figue, mi-raisin, mi-mort de rire et mi-affligé totalement. Allez, on enchaîne. Un français médiéval qui semble cousu de fautes d'orthographe. Chaque mot, même le nom Jacques d'Arc, est écrit différemment à la ligne suivante. Les répétitions sont nombreuses. La liste des témoins, leur qualification et lieu d'origine, redondants, sans oublier les citations latines, juridiques et religieuses, censées conférer une solennité au document. Ok. Ici, le français médiéval, c'est du moyen français en usage en 1420 lors de la réalisation de l'acte. Quant aux prétendues fautes, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, je vais pas revenir dessus, sinon je sens que la petite voix va m'étriper. Mais non, qu'est-ce qui pourrait bien te faire penser ça? Mais enfin, oui, l'orthographe de la fin du Moyen-Âge est phonétique. Donc, les fameuses fautes, c'est seulement l'usage de l'époque. Enfin, bref. Et pour cette affaire de changement d'orthographe du nom de Dark? Pour le coup, là, c'est vraiment pas de bol. Mais alors vraiment pas. Notre ami aurait pu avoir raison dans une réalité parallèle, mais le nom de Jacques d'Arc est bien écrit de la même manière du début à la fin du document. Oui, mais dans le manuscrit, le père de Jeanne s'appelle Jacob, pas Jacques. Du coup, comment on est sûr que c'est bien le bon? À cette époque, Jacques, Jacob, en fait, c'est kiff-kiff bourricot. Donc, de ce point de vue, on peut le suivre et partir du principe qu'il a raison. Par contre, sur cette affaire de répétitions nombreuses, de liste des témoins, de redondance, etc., ce n'est pas là pour conférer une solennité au document. Ah bon? Mais si, quand même, un peu, au moins, non? Avec ces formules, l'idée est surtout de produire un acte qui a une valeur juridique. Bon, ok, là, je joue un peu sur les mots, mais on ne cherche pas du tout à faire du cérémonial ou à donner une majesté plus ou moins factice à l'acte. L'idée est de reprendre les formules latines en les adaptant en français. C'est ce qui explique qu'elles sont si bizarres parfois. Tout juste.
On ne cherche pas à faire du beau avec un acte notarié comme ça, ce n'est pas le but. L'objectif est avant tout de respecter les formes et les usages, pour éviter qu'une partie ou une autre ne conteste les termes du contrat ultérieurement. Bref, continuons. L'orthographe était libre, quasi phonétique, et dépendait du niveau, de l'humeur et de l'origine des clercs. Les imprimeurs ne l'ont fixé qu'après la généralisation de l'imprimerie, vers 1600. Non mais là y a rien qui va, juste rien. Que voulez-vous que je vous dise ? D'aller voir la vidéo sur les maîtres écrivains, peut-être ? Oui, pourquoi pas. Cela dit, pour ma part, quand j'écris un truc sur les réseaux sociaux, je prends en général le temps de vérifier. Surtout quand je répète la même chose à l'envi. Et là, il suffit d'aller voir les références qu'on donne en commentaire. On ne le dira jamais assez. Vérifiez ce qu'on dit. Non, et puis, cette affaire d'imprimeur qui aurait fixé l'orthographe... Essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Bon allez, achève-moi et continue. Mais au final, un document guère plus difficile à déchiffrer que la copie d'un Lécien d'aujourd'hui. Bon, je passe sur les difficultés inhérentes à la paléo. Mais rien que pour la compréhension globale, ça aurait été peut-être bien de prendre un dictionnaire pour comprendre l'acte. Ça aurait évité quand même pas mal de contresens. Et ça m'aurait évité de faire cette vidéo. Et surtout, on tient à présenter toutes nos excuses auprès des lycéens. C'est promis, on n'a rien contre vous. Allez, on enchaîne. Je suis convaincu qu'il ne peut pas faire pire. Ça ne peut aller qu'en s'arrangeant. Sur le fond, Jacques d'Arc s'engage à louer pour 6 ans. La durée n'est pas anodine. L'ancien domaine des seigneurs de Bourg-les-Monts, dont la souveraineté s'exerçait sur la partie sud de Domrémy. La limite étant le petit ruisseau qui traversait la cour de la ferme de Jacques d'Arc, qui lui permettait d'appliquer des taxes sur les marchandises, devant le pas de sa porte. Bon, ce coup-ci, il a compris qu'en fait, l'acquisition de tout à l'heure, c'est une location. Du genre temporaire. C'est marrant ces contradictions. On a vraiment l'impression que le poste a été écrit par une intelligence artificielle en roue libre, qui aurait oublié ce qu'il a écrit auparavant. Quand il dit « la durée n'est pas anodine », là, eh bien, il a raison. C'est vrai. Mais j'aurais tellement aimé qu'il nous explique pourquoi ce n'est pas anodin. Parce que je suis sûr qu'il allait nous expliquer que 6 ans, c'est pile poil pour arriver aux 14 ans de Jeanne, et donc pour pouvoir la marier avec une belle dot. Oh, le procès d'intention. Peut-être, mais en fait, c'est ce que notre ami explique là. Je vous laisse lire, hein. Et il ne faut pas hésiter à mettre pause. Ou sinon, c'est que la durée de 6 ans correspond à celle qu'on rencontre dans les baux à ferme habituels. Ils peuvent être de 3, 6, 9 ans, enfin vous avez compris. Même mon nouvel ami le reconnaît lui-même par ailleurs. C'est donc toujours comme ça. Voilà pourquoi ce n'est pas anodin. Parce qu'en fait, c'est un classique. En revanche, trouver une autre durée, ce serait vraiment étonnant. Juste comme ça, je me permets une petite parenthèse. Contrairement à ce qu'il affirme, dans notre cas, le bail n'est pas de 6 ans, mais de 9. Donc en fait, tout l'argumentaire sur l'âge de Jeanne d'Arc s'effondre totalement. Et là, vous pourriez me dire qu'il écrit ailleurs plutôt 16 ans que 14. Mais il y a beaucoup de choses qu'il écrit ailleurs. Et ce qui compte ici, c'est qu'il considère que l'acte serait passé pour consolider une promesse de mariage. Bon, pourquoi pas, l'hypothèse est intéressante, mais il faut un peu plus que ça pour le prouver. Et la durée n'est pas anodine. Et donc, tu veux dire quoi par là ? Que ce n'est pas anodin. Valérie Toureille, dans son ouvrage sur Jeanne d'Arc, explique parfaitement la situation de cette bâtisse qui n'est plus entretenue lorsque Jacques la loue. Ainsi, à Domrémy, en bordure de rivière, on trouve un espace qualifié d'île, même si les fossés qui l'entourent ont été partiellement comblés. C'est donc l'ancienne maison forte des seigneurs de Bourg-les-Monts dont il parle. Oui, tout à fait. Ces seigneurs ne viennent plus dans le village et préfèrent alors se décharger du poids de la gestion quotidienne. Il s'agit d'un endroit assez vaste, comprenant notamment une chapelle, mais qu'il faut bien entretenir et ça coûte cher. Et qu'en est-il de cette affaire de taxes prélevées sur le pas de la porte ? Aucune idée. Je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être est-ce une mauvaise compréhension du fait que Jacques d'Arc joue le rôle de doyen à Domrémy. Les doyens sont chargés de collecter les tailles, rentes et redevances, mais ils devaient aussi surveiller la production du vin ou du pain. C'est ça. Il réunit les corvéables, leur distribue du travail et doit les surveiller. Ce pourquoi il se garde le 13e des pains. L'objectif est de rassembler les redevances, lods et amendes, tout en étant responsable sur ses propres biens. Et on est sûr que c'est bien ce type de doyen-là, parce qu'être doyen, c'est très différent d'un territoire à un autre. C'est loin d'être évident. Un maire en Lorraine n'a rien en commun avec un maire en Île-de-France, et il en est sans doute de même pour les doyens. C'est donc en fait difficile d'être certain dans le cas présent. Cela dit,
Quoi qu'il arrive, pour un doyen, il n'est pas question d'appliquer des taxes sur les marchandises qui passent sur le pas de sa porte. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Mais le plus étonnant n'est pas qu'il loue un domaine pouvant lui assurer prestige et ascension sociale, c'est qu'il le fasse avec un partenaire sorti de nulle part. Un certain Jean Biget, qui ne pouvait que diviser le prestige de cette acquisition. D'autant qu'hier comme aujourd'hui, nous savons l'individualisme des paysans, leur méfiance envers les associations et les contrats juridiques, dont les subtilités leur échappent et entravent leur liberté. Il compte insulter le monde entier ou quoi ? Bon, super. On doit aussi des excuses aux agriculteurs maintenant. Désolé les gars, continuez de vous associer en coopérative, nous on tient à vous. On est même convaincus que c'est un excellent moyen pour lutter contre les industriels qui vous pressurisent. Écoutez-moi les paysans, pendant un temps ça se discutait. Ce sont les paysans qui ont inventé des mesures socialistes qui n'ont pas existé ailleurs. Par exemple, les coopératives pour avoir du matériel en commun. Tous les paysans n'achètent pas autant de tracteurs qu'ils ont d'hectares, pour prendre un exemple un peu caricatural. Qui plus est, ici on touche un point central de son argumentaire. Du genre de ce qui revient en permanence comme un mantra. Le monde rural que mon nouvel ami a connu durant son enfance serait représentatif du monde rural médiéval. Autrement dit, les mentalités auraient peu évolué en 500 ans. C'est pratique cette affaire parce que ça évite de lire des bouquins et on peut raconter ce qu'on veut en se basant sur ses vagues souvenirs d'enfance. Et c'est bien connu, nos souvenirs d'enfance correspondent toujours à la réalité vraie. Et puis, c'est pas comme s'il existait tout un tas de recherches sur la société rurale de la fin du Moyen-Âge. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'on gagne vachement de temps, mine de rien. Et je pourrais faire beaucoup plus de vidéos, moi. Toutefois, ai-je vraiment besoin d'expliquer en quoi une vie de paysan du siècle dernier n'a strictement rien à voir avec ce qu'il croit savoir du Moyen-Âge ? Même si je prends l'exemple de la Pologne des années 80 où on trouvait encore des batteuses à vapeur et des chevaux partout employés au labour, là encore, ça n'a vraiment strictement rien en commun. Donc, est-ce qu'il faut vraiment que je développe ? Oula, attends, ça va nous engager dans un tunnel d'1 heure ça, je te vois venir hein. Donc non, c'est bon, ça ira. En tout cas, là, c'est une question de méthode de base. En histoire, si on plaque sa vision préconçue du XXIe siècle sur un acte de 1420, c'est foutu. C'est une erreur très répandue, mais qui fait des dégâts considérables. Et c'est ce qu'on appelle l'anachronisme, qui pose tant de difficultés aux étudiants, justement. Bon, et puis, cette confusion entre location et acquisition. Je vais reprendre plus doucement. Acquérir, c'est obtenir un transfert de propriété, par don, succession ou par achat. Un bail est une convention par laquelle un propriétaire cède la jouissance d'un bien pour un temps déterminé, et contre le paiement d'une redevance appelée loyer. Donc quand on est locataire, on n'est pas propriétaire. Et c'est encore vrai de nos jours. Je ne pensais pas avoir expliqué ça un jour, mais là, il y avait besoin. Du coup, je ne comprends pas cette obsession pour le prestige. On peut prendre à bail le plus beau château du monde, au demeurant, la notoriété restera bien limitée par rapport à celle du propriétaire. Pourquoi diable Jacques d'Arc s'engage-t-il avec cet associé sorti de nulle part ? Qui plus est, ne semble pas être du village. Son nom n'apparaît dans aucun Widimus, document recensant les habitants, ou parmi les nombreux témoins interrogés lors de procès. Il y a une coquille là. Lors des 2 procès, celui en accusation de 1431 et celui en réhabilitation de 1456. Il réapparaîtra néanmoins dans 2 circonstances qui apporteront un éclairage sur son rôle dans cette association. Et après, il enchaîne sur la transcription de l'acte. Étrange association, ou c'est juste que c'est parfaitement courant ? C'est le signe que Jacques d'Arc est en pleine ascension sociale, qu'il dispose indéniablement de moyens, mais qu'il n'a pas forcément les reins assez solides pour assumer seul un bail à ferme moyennant la somme de 14 livres tournois par an et une part des récoltes dues au seigneur. L'association n'a donc strictement rien de choquante, au contraire. Si c'est vrai, pourquoi s'associer avec quelqu'un d'extérieur au village alors ? L'associé sorti de nulle part, mais qui est dit dans l'acte comme venant de Don Rémy, peut tout simplement jouer le rôle d'un investisseur qui apporte des fonds. Il retrouvera ensuite ses petits sur le dos de Jacques d'Arc, puisque c'est bien lui qui va exploiter les terres et essayer de se dégager une petite marge. C'est bon ? On a fait le tour maintenant ? Non, on n'a pas fait le tour, non. Son affaire de Widimus, là, c'est n'importe quoi. Parce que ça ne sert pas au recensement des habitants ? Non, notre acte de location passé par Jacques d'Arc est un Widimus, puisque c'est simplement une copie certifiée et authentique d'un acte. Voilà, c'est tout.
D'ailleurs, dans un post publié 15 jours après celui qu'on analyse là, il retrouve la définition du Guidimous. Du coup, c'est dommage de pas avoir effectué la correction. Bon, une fois qu'on retire toutes les petites bricoles qu'on a vues ensemble, son texte, au final, il reste pas si mal, voire même plutôt bien écrit par moments quand même. Bon allez, c'est bon, c'est assez pour moi, on se retrouve le mois prochain pour la fin de l'analyse de ce machin, et on en a encore des tonnes de choses à dire. Non mais, il me laisse toute seule? Vraiment? Non mais reviens là! Je fais quoi maintenant? Faut conclure là! Donc, en attendant la prochaine vidéo où on va s'attaquer à la paléo du manuscrit du 15e, tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.